toutes, bienvenue dans le podcast de l'École des femmes inspirantes. Ce matin, j'ai le grand plaisir de recevoir Antoinette Abrilian El-Khoury pour ce nouvel épisode des femmes inspirantes du quotidien. Bonjour Antoinette, merci d'être là avec moi ce matin. Comment vas-tu? Bonjour Ida, je suis très bien, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup, je suis honorée de faire ce podcast avec toi et comme c'est le premier en janvier, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous et à toi surtout Ida mes meilleurs vœux de joie, de bonheur et d'être libre. C'est super important d'avoir la santé. Ouais, merci pour tes vœux, à toi aussi, que tous tes projets cette année avancent dans la direction que tu le souhaites. Tu as sans doute vu, j'ai placé les vœux de cette année et l'année de manière générale sous le symbole de l'océan. Oui. Pour dire, bah voilà, parfois on est en eau calme, parfois en eau tempête, et notre but à chacun de nous, c'est d'aller au port en traversant ces différents moments et puis en acceptant la surface et les profondeurs et en appréciant surtout la traversée. Voilà. Alors Antoinette, on va aborder avec toi les questions que j'aime bien aborder dans ce podcast autour des femmes, autour de la situation des femmes actuellement, mais aussi plus largement, la question de la liberté, comme tu l'as dit aussi dans tes vœux. Et avant de commencer pour parler de tout ça et de ce que tu penses là-dessus et comment tu le vis toi-même en tant que femme, je te propose de te présenter. Donc moi, je m'appelle Antoinette, j'ai 44 ans, je suis d'origine libanaise. Je suis arrivée en France à l'âge de 28 ans, où j'ai rencontré mon mari, qui est arménien d'origine libanaise, d'où Abrilian. Et donc j'ai deux merveilleuses filles. Donc aujourd'hui, pour me présenter, je me dis, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance d'être là parmi vous, ici en France, parce que c'était mon plus grand rêve de venir en France, que j'ai eu grâce à si je peux dire, une relation amoureuse à l'âge de 11 ans, que je m'étais dit, en fait, je veux aller en France. Voilà, je vais trouver ma place là-bas. Parce qu'ici, voilà, je ne sais pas, je ne me sentais pas à ma place. Donc voilà, et je pense que toutes les choses y sont avancées pour réaliser mon rêve. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui faisait que tu ne te sentais pas à ta place au Liban? En fait, je me sentais en décalage avec les gens, avec leurs pensées, comment ils réagissent, leur comportement, comment ils font. Et tu sais, moi, je suis née pendant la guerre, donc en octobre 77. Et j'ai vécu pas mal de guerres qui m'ont vraiment touchée au tout profond de moi, d'où la notion de liberté. Et que la liberté, c'était le combat de ma vie, en fait. Et que je voyais les gens au Liban qu'en fait, ils faisaient tout pour rester coincés dans ce perpétuel combat entre les hommes, entre les religions, et je ne comprenais pas, en fait, ce qui se passe. Jusqu'au moment où, tu vois, je suis arrivée à un moment à dire, qu'est-ce que ça va être ma vie après, en fait. J'avais un bon poste. Donc, je travaillais à la banque à l'époque parce que j'ai fait une formation en informatique. J'ai fait une maîtrise en informatique et j'étais toujours entourée d'hommes, on va dire, parce que la filiale que j'ai choisie, c'est une filiale un peu spécifique il y a plus d'hommes que de femmes. Et les femmes qui sont là-bas
qui prennent cette filiale en général, c'est des femmes qu'on appelle un peu, sont pas très féministes, très féminines. Mm. Et moi, c'était dans ma tête, c'était non, moi je veux montrer que non, une femme, elle peut être belle, féminine, elle s'occupe d'elle, élégante, et faire un métier d'homme, en fait, entre guillemets, quoi. Et d'où ça venait ça, je ne sais pas en fait exactement d'où ça venait. Je pense que c'est plus ce que disait ma mère, et ça me rappelle parce que ma mère, elle travaillait dans un centre pour l'éducation de statistiques. Et donc, j'allais la voir à l'époque, c'était, je ne sais pas, j'avais 7-8 ans peut-être, et j'allais la voir, donc dans le centre, il n'y a que des ordinateurs. À l'époque des cartes perforées, et j'étais éblouie par ça, quoi. Les grands disques comme ça qu'ils mettaient dans la table. Oh, j'ai dit, ma mère, moi, je veux faire comme toi, mais encore meilleur, encore mieux. Donc, voilà, c'est un peu ça et comment les hommes pensaient aussi. C'est surtout qu'à l'âge de 28 ans, je m'étais dit, bon, là... peut-être, j'ai envie de fonder une famille, quoi. Et c'était marrant parce que cette année-là, on était 3 filles, 3 copines, et tu vois, on faisait des soirées café, dans un café, en prenant des livres de psychologie, les hommes viennent de Vénus, non, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et il y avait d'autres livres et on cochait, bah oui, on va faire une expérience, on va voir ça, on va voir ci. Et c'était à chaque fois, on tombait que sur moi en tout cas, je tombais que sur des cas, bizarres, quoi. Tu dis non, c'est pas possible, je peux pas être avec ce mec-là, quoi. Et en fait, c'est la période que je me dis, la bonne chose, en fait, dans tout ce chaos, dans les relations amoureuses, c'était cette petite virée de femmes qu'on rigolait. Et des fois, on avait des copains qui venaient de temps en temps. C'est des amis d'enfance, en fait, qui venaient, qui rigolaient. Ah oui, vos soirées de filles, elles sont marrantes, quoi. Bon. Et ça a été quoi le déclic du départ? Le déclic de départ, c'était si tu te rappelles, je suis venue te voir pour allier le côté professionnel avec le côté perso. Et en fait, au Liban, ce que je m'étais dit là, c'est fini. En fait, je m'étais mis dans ma tête comme un objectif, mais sans le savoir, en fait. Je m'étais dit, écoute, donc là, je travaillais énormément. Il y avait des migrations, on travaillait jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin pendant 6 mois, parce que voilà, en informatique, il y a des migrations, et au Liban, il y avait beaucoup de fusions de banques. Je travaillais dans une banque, et donc, voilà, j'étais là être impliquée dans ces projets-là. J'étais volontaire, hein, c'était quelque chose qui m'animait, j'aime bien ce que je fais. Et en fait, après 6 mois de travail acharné, voilà, des fois, je rentrais chez moi à 8 heures du matin quand les gens ils arrivent en fait au travail. Tous les week-ends, samedi, dimanche, à la fin, j'ai craqué. En fait. Après 6 mois, j'ai vu que le bonus ou le grade, voilà, ce que j'estimais avoir
que c'est normal de me l'approprier à moi, ou enfin de me reconnaître, en fait, ou reconnaître mon travail, je vois qu'il a été donné à quelqu'un d'autre, à une autre femme qui est copine avec le responsable. Et là, j'ai dit, ok, c'est pas pour moi, je me casse. Et en fait, j'ai essayé de venir en France en 2001. Et ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu le 11 septembre, donc il y avait plus de place en fait, enfin, ils ne prenaient plus les gens. Et avant, je voulais venir pour faire mon master parce que tous mes copains, ils sont venus pour faire leur master et ma mère, elle ne voulait pas. D'accord. Parce que c'est une femme, tu ne vas pas partir toute seule. En plus, nous, on est 4 à la maison et j'ai perdu mon père. Il est décédé quand j'avais 16 ans et moi, je suis l'aînée. Donc, ma mère, elle a dit, c'est pas possible, moi, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, bref. Et en fait, donc après, quand j'ai commencé à travailler, donc j'avais de l'argent et après cet échec, on va dire, je m'étais dit, OK, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un master, en fait, être spécialisé dans quelque chose. Et donc, j'ai fait ce master-là, qui était en même temps que le travail de la migration et tout ça. Mais en fait, et ce que je te dis, ça, c'est vraiment, ça vient je ne l'ai pas programmé. En fait, c'est l'intuition, c'est quelque chose qui me pousse à faire des choses et j'y vais. Mais je pense que le but, il est quelque part dans ma tête. Ouais. J'entends une détermination dans ce que tu dis et peut-être tu parlais de la liberté, une détermination à être libre, quoi qu'il arrive, quoi que ça puisse te coûter en termes d'efforts, parce que tu racontes aussi les embûches là, qui étaient devant toi, les embûches à la fois externes, la dureté de la guerre, la vie aussi sociale, les représentations de ta maman qui peut-être était un peu frileuse à te laisser partir en tant que femme à l'étranger, etc. Et tu as continué en fait. Tu as continué à mener ton chemin à la fois au Liban et ensuite, quand tu as pu partir, tu es parti. C'est arrivé en quelle année du coup ton départ? En 2016. 2016. Non, 2006, pardon. 2006. Donc, 4 ans plus tard, voilà, les choses se sont présentées à toi 2000-2001 et ça a mis encore 5 ans pour que ça puisse se faire réellement. Mais toi, tu n'as pas lâché. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui nous écoutent en prenant du recul sur ce que tu viens de dire? Finalement, ce serait quoi le message pour une femme qui a aussi envie de se libérer, d'être libre et d'aller dans la direction qui lui convient? T'aimerais lui dire quoi? Ce que j'aimerais dire, c'est d'être connecté avec soi, en fait. D'être connecté avec soi et avoir confiance que, comme tu l'as dit, coûte que coûte, je vais y arriver. Moi, mon but, c'était d'être bien, d'être à ma place. D'être bien, d'être à ta place. Et une des clés, c'est la détermination. C'est rester connecté à son désir, à ce qui compte pour soi et la détermination. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment tu travailles et quels sont tes engagements? Parce que tu fais plein de choses formidables et j'aimerais vraiment qu'on se rende compte de ce que ça peut vouloir dire après dans les faits que d'être engagé et déterminé. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je suis responsable d'une équipe informatique. Donc en fait, je suis plus business analyst dans une banque, dans la finance, côté dérivé listé. Donc ça, c'est mon côté professionnel et donc je suis maman de 2 filles et je m'occupe de mes filles, de leurs devoirs, des activités et, et à côté, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, cette force qui vient me pousser en fait de mes entrailles, qui me dit bah
tu avances, c'est qu'aujourd'hui, je suis engagée dans 2 associations pour le Liban. Donc, depuis la crise de 2019 et l'explosion du port de Beyrouth, donc ça m'a amené à aller chercher aller demander à la fondation de BNP de me donner de l'argent, enfin, de donner à l'association de l'argent pour aller soutenir les étudiants, parce que pour moi, l'éducation, c'est la clé, en fait. C'est la clé de la liberté. De la liberté, que ça soit morale ou financière. Voilà. Donc, et aujourd'hui, je suis très contente de ce que je fais, et je pense que c'est la lumière qui me donne envie d'avancer. De travailler pour une cause, de soutenir des gens. Et ce que j'ai adoré, en fait, dans ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui dans la partie associative, c'est quand je suis partie au Liban avec... donc, nous, c'était des fournitures scolaires qu'on a voulu distribuer, qu'on a appelé Kit Lumière, avec la fondatrice de l'association Gratin d'Emploi, qui est une copine et une voisine là où j'habite. Et en fait, le fait de donner et de donner cet espoir aux enfants, de parler avec eux, en fait, je vibrais, en fait, tout mon corps vibrait. Et je me dis, et en fait, le message que je leur ai dit, que moi, j'étais comme eux, assise ici, dans les mêmes bancs, en fait. Et aujourd'hui, c'est un message d'amour, de dire que même si on part du Liban, on a toujours cet amour pour ce pays, pour ces gens-là, parce qu'on sait la force qu'ils ont, et on a confiance en ça. Et moi, j'ai dit, c'est pas un cahier et un stylo qui va faire la différence, c'est l'espoir qui dit qu'on est capable et on va y arriver. Et on a planté... Je redis cette phrase que tu viens de dire, c'est l'espoir qui nous dit qu'on est capable et qu'on va y arriver. C'est très beau, ça. C'est presque quelque chose qu'on pourrait encadrer, tu vois, chez soi, mettre dans sa cuisine pour se rappeler quand parfois on a un petit coup dur, un petit moment de doute. Le doute, il est là, mais on peut faire le choix de se dire, je choisis l'espoir qui me dit que je peux y arriver et que je continue. Ça, c'est hyper oui, important, il me semble, ce que tu viens de dire. je pense que c'était toujours ça. Et en fait, moi, j'ai besoin d'être connectée à quelque chose de profond. Et donc, pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de très important. Donc, quand je suis connectée à moi-même, il y a plein de choses qui émergent. Et en fait, je sais que les moments les plus difficiles, c'est quand j'étais plus dans mon corps, en fait. J'étais ailleurs, j'étais perturbée par plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai compris, grâce aussi au trajet ou au chemin qu'on a fait ensemble pendant ces 6 mois, ok, je faisais les choses par intuition, mais en fait, j'avais besoin de quelque chose de concret, de comprendre qui je suis et comment je fonctionne. Parce que, en fait, si je ne comprends pas qui je suis, c'est quoi mes valeurs, et ben, je peux, à un moment donné, si je ne suis plus connectée à moi-même, en fait, être perdue. Et si je connais mes valeurs et je dis, OK, là, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, le fait de noter tous les jours des choses, ou de temps en temps, que les bons moments de notre quotidien, qu'on ne se rend pas compte, et ben, ça nous fait qu'on se connecte à nous-mêmes. Et c'était des moments vraiment qui ont beaucoup de valeur pour moi, en tout cas. Et qui m'ont permis à dire, voilà, tu es comme ça et tu peux avancer. Ouais.
C'est vraiment formidable ce que tu partages là, parce qu'on voit d'abord déjà combien tu peux et tu as su d'abord prendre des décisions déterminantes dans ta vie, ensuite transmettre à d'autres comment tu as fait ce chemin. Donc, c'est quelque chose que tu as fait pour toi, mais moi, je trouve que ce qui est intéressant dans le développement personnel et dans les décisions comme ça, c'est que ce qu'on fait pour soi, finalement, peut être exemplaire pour d'autres. Donc, en me libérant, je libère finalement aussi les autres. Et tu montres aussi comment tu as pu être et comment tu peux aujourd'hui être cette femme sur ces différentes dimensions. Et sans trahir de secret, j'espère que tu vas me dire, mais je sais aussi que tu te formes, que tu continues à apprendre des choses. Est-ce que tu veux nous parler de ça aussi? Oui, bien sûr. Euh, donc, en fait, un des clés que je voulais, que j'hésitais pendant le coaching qu'on a fait dans l'école des femmes inspirantes, c'est aussi de dire j'ai envie de faire quelque chose dans le domaine humain. En fait, ok, j'étais pendant plus de 20 ans, je suis informaticienne et j'aime ce que je fais. Je travaille avec les ordinateurs, mais aujourd'hui, l'aspect humain, c'est très important pour moi, en fait. Et c'est quelque chose, je pense que je l'ai caché pas mal de temps pour, euh, pour prendre de la distance, voilà, pour me protéger en quelque Mm, sorte. mm. Et que voilà. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est important pour moi et j'ai décidé de faire une certification de coach APR. Donc, c'est professionnel, c'est l'académie de docteur Olivier Malderieux. Euh, c'est euh, c'est performance et réussite. Donc, c'est pour aider les gens à la performance et à la réussite. Et en plus de ça, c'est faire de l'hypnose. Donc, je serai certifiée hypnocoach à l'école IHEP, pardon, Mhm. de aussi docteur Olivier Malderieux. Et donc, Pourquoi c'est et je, important pour toi de faire ça aujourd'hui? parce que je pense et je crois que dans la vie, il y a des moments qui sont difficiles, des fois, et qu'on a besoin, on est bloqué quelque part et on ne sait pas comment. Mm, Donc, en tant qu'informaticienne, donc tout est cartésien, logique, mais il y a aussi un aspect spirituel, un aspect euh, biologique ou en fait énergétique. Et ça, c'est aussi important parce qu'en fait, on arrive, on dit, OK, j'ai réussi, je suis arrivée là, mais maintenant, j'ai envie de passer un cap. Et je suis bloquée et je fais plein de choses et ça ne marche pas. Et mm, en fait, cet aspect qui est un peu invisible, mais qui est très profond et qui peut vraiment nous libérer des traumatismes ou des choses qui nous bloquent en fait, et de transformer ce blocage à un aspect positif qui va nous aider et de dire bah, aujourd'hui avec ce que j'ai, je peux aider d'autres personnes à aller mieux et mm. avoir une meilleure version de soi, quoi. Quand je t'entends dire ça, ça me connecte à un moment qui a été très précieux pour moi quand j'ai fait ma formation de coach à HEC Paris. J'avais eu une discussion avec une de mes camarades de jeu qui a rejoint les étoiles depuis. Et donc, ça compte encore plus pour moi, ce moment que j'ai vécu avec elle. Je pense que je lui ai évoqué une situation professionnelle qui était bloquée à ce moment-là et je me sentais vraiment comme un peu, je me tapais la tête contre les murs, quoi. Voilà, j'essayais des trucs et puis ça marchait pas, j'étais pas contente, j'étais insatisfaite, je râlais un peu et tout ça. Et elle me fait un retour d'image en me disant est-ce que tu connais les Pokémon, Ida? Alors je dis je sais pas trop ce que c'est, mais je vois bien les jeux électroniques là où il y a des petits personnages qui bougent dans un espace et puis parfois ils se cognent contre les coins et tout ça. Elle me dit oui, oui, c'est exactement ça. Et en t'entendant, bah, je te vois être ce petit Pokémon qui arrive dans un coin du jeu et qui bute sur le coin du jeu, et puis qui continue à buter. Et elle me dit, le seul truc, c'est que tu as oublié que tu pouvais te retourner. Tu as oublié que tu pouvais appuyer sur le bouton pour, hop,
repartir dans l'autre sens et rejouer dans l'espace, en fait. Hein. Mais simplement, tu as oublié que tu pouvais te retourner. Et tu vois, tu dis, voilà, faire des formations, se dire, ah, tiens, ça m'intéresse, je suis curieux d'aller en savoir plus là-dessus, s'inscrire à un programme de développement personnel ou professionnel. Oui, c'est ça, faire une formation complémentaire, bah, c'est exactement ça, en fait. C'est se retourner. C'est aller réouvrir des espaces. Et je pense que ça peut parler à celles qui nous écoutent en ce moment. Si vous sentez qu'il y a un truc qui n'avance pas en ce moment, essayez de voir quel est le premier fil que vous pourriez tirer. Quelle est la première chose que vous pourriez faire, la première inscription à un cours quelconque que vous pourriez enclencher. Et c'est vrai ce que tu dis, parce qu'à un moment aussi, quand je suis venue te voir, en fait, je criais tout le temps à la maison. Je n'arrivais plus à me contrôler. Et donc, à un moment donné, je regarde et je vois une formation coach vocal à la BNP. Donc, je dis, attends, je vais essayer. Je vais Parce qu'il essayer. fallait le faire en soignant ses cordes vocales. Et je m'étais dit, en fait, en faisant ça, parce qu'en fait, du coup, on chante, j'ai dit, bah, j'ai envie d'entendre ma voix à, à chanter, à sortir quelque chose de beau parce que j'ai besoin de ça et je n'arrive plus à le retrouver, en fait, dans ma vie de tous les jours. Je ne vois plus cette lumière quelque part qui me fait d'être dans la joie, quoi. Ouais. Et donc, j'ai fait ça et j'ai suivi aussi les conseils des femmes S. Je me rappelle très bien lors d'un co-développement que quand je disais je ne sais pas quelle formation prendre, j'hésite entre deux formations, le coach APR ou la sophrologie. Et il y a quelqu'un qui m'a dit Antoinette, tu as besoin de temps pour toi. Et du coup, j'ai décidé de faire les deux. Donc, la sophrologie, par contre, je ne suis pas inscrite pour la formation, mais je suis inscrite à la sophrologie avec la personne qui me coachait un peu, en fait, ouais. Je faisais des séances de sophrologie avec elle. Et ça m'aide beaucoup, en fait, dans ce que je fais, à retrouver mes valeurs, à retrouver un espace pour moi, à me recentrer dans mon corps. Et je me dis, tu as choisi de ne pas choisir à ce moment-là. Voilà. C'est ça. Et de faire des choses pour moi. Ouais. Ouais. Alors, tu évoques justement le femme S, le femme-S qui est voilà, un peu ce que je véhicule, l'idée d'être une femme unique aux multiples facettes. Est-ce que, et je parle aussi des femmes-S inspirantes du quotidien, est-ce que tu peux nous dire comment toi, cette idée, ce concept a résonné peut-être pour toi quand tu m'as rencontrée et résonne pour toi aujourd'hui? Donc, déjà, l'idée, comment je t'ai rencontrée, c'était, je cherchais sur Doctolib psychologue, parce qu'en fait, quand j'étais au Liban, j'ai fait déjà des psychanalyses. En fait, j'ai déjà fait des choses et je voulais quelque chose de différent. C'est ça que je cherchais. Et en fait, dans ta description de toi, tu as mis femme inspirante. Et c'est ça qui m'a... Ah, j'ai dit, c'est ça que je veux. Donc, c'est elle que je vais aller la voir et la rencontrer. Et quand tu m'as parlé du programme, en fait, il y avait quelque chose, j'ai dit, oui, j'ai envie, mais il y a le mais. Et donc, du coup, j'ai creusé pour comprendre pourquoi il y avait le mais. Et à un moment donné, en parlant avec la personne qui m'a contactée après pour... avec Charlène, qui était dans mon équipe. Ouais, oui, Charlène. J'ai dit, c'est ça que je veux. Coûte que coûte. De toute manière, je travaille au final pour moi aussi. Donc, c'est moi la prioritaire. Si je ne me sens pas bien, je ne peux pas donner aux autres, à mes enfants. Et ce n'est pas une histoire que de matériel.
J'ai dit, bah, ok, peut-être ça me bloque à un moment, mais je veux avancer. J'avais vraiment cette envie de venir. Et c'est ça que j'ai fait le premier pas pour venir. Et j'étais très contente en écoutant les vidéos, le travail que tu as fait, les rencontres des gens, la diversité de ce que tu fais, qui fait que si on n'est pas capté par exemple, je ne sais pas, par le co-développement, ben, on est capté par l'empowerment. Et à force de... Et si on ne veut pas ça et on veut travailler tout seul, ben, il y a des modules où tu peux travailler les valeurs, ou, tes qualités, tes points forts. Parce que je me rappelle très bien, quand je suis venue te voir, ben, c'est quoi mes qualités? Je ne savais pas. Je savais J'étais tellement plus. dans le brouillard que Tu je me savais dis, plus, ben, ouais. voilà, je n'étais pas moi-même en fait. Mm. Et c'était aussi dans le contexte du Covid où, en fait, j'ai eu le Covid, moi et ma famille, enfin, tous, et ça m'a fait le déclic, en fait, pour Mm. dire non, là, le but ultime, c'est d'être mieux. Ouais. Et je trouve que ce que tu fais dans... Oui, merci, merci. Et justement, pour les femmes d'aujourd'hui, tu parles du contexte, tu parles du Covid, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur, à ton avis, enfin, en tout cas, de ton point de vue à toi, qu'est-ce qui est en train de se jouer pour les femmes là? Et en quoi c'est important, du coup, d'aller euh, vivre toutes ces facettes et si on ne le fait pas, quel pourrait être l'impact selon toi avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le contexte qui est le nôtre? En fait, avec le Covid, il y a deux points, en tout cas pour moi. Il y a le point où tu rentres dans l'enfer parce que c'est une descente comme une flèche, tu descends au plus profond de toi en disant, bah, qu'est-ce que je vais devenir en fait? Tout Ouais. change. Mm. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui est acceptable pour moi aujourd'hui? Et en fait, moi, le point qui m'a fait péter enfin, plomb de dire, bah, je ne supporte pas ça, c'est que j'ai envie d'avoir une maison qui est propre, qui est bien rangée, et en fait, avec les enfants à la maison, avec le mari, tout le bordel, et je travaille en même temps, et le travail, il a fait que augmenter, il faut aussi travailler avec les enfants. Je me sentais seule, en fait, je me sentais seule au monde. Et je me dis, bah, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Du coup, et là, j'ai suivi ton conseil d'avoir une équipe Mm. Mm. et de déléguer. OK, mes enfants, ils voient pas, ils savent pas, ils ont besoin de s'exprimer aussi, en fait. J'ai compris ce point que ils ont besoin de s'exprimer. Je ne peux pas non plus leur dire non, vous restez dans une boîte, il faut qu'elle soit propre et Mm. sinon, c'est pas possible. Mm. Bah, je leur laisse leur liberté, mais j'ai compris que aussi il me faut un coin pour moi, de dire bah, c'est comme si c'est mon coin, je le fais comme je veux et je me contente dans ça, de rester dans cette bulle-là et de dire bah, si cette bulle, je suis d'accord avec, ok, j'appelle une personne pour venir faire le ménage, quelqu'un qui s'occupe, enfin, je demande à mon mari de faire des choses et je vois de plus en plus qu'en fait, bah, si tu te révoltes pas, et bah, tout tombe sur toi. Mm. Tout tombe sur toi. Et c'est Ouais. ça l'enjeu en fait. C'est ça l'enjeu parce que tu dis quand tu descends dans l'enfer, il n'y a qu'une seule sortie, c'est de remonter parce que ou tu es dans une dépression pas possible ou tu Ouais. remontes en fait. Ouais, je trouve que c'est vraiment important. Et d'ailleurs, les statistiques ont montré que les hommes ont très bien su très vite s'installer pour le télétravail, etc. hein. 40% des hommes ont tout de suite mis en place un espace pour eux dans les appartements, dans les maisons, peu importe, pour seulement 25% des femmes. Donc c'est intéressant quand même de voir cette différence. Alors d'ailleurs, je suis assez surprise que ce soit que 40% des hommes. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est l'écart entre les hommes et les femmes. Les femmes ont travaillé comme elles pouvaient, on peut imaginer, quoi, sur un coin de table, dans la salle à manger, avec les enfants qui étaient en train de faire les devoirs, la maison, l'école à la maison, etc.
il y a un vrai enjeu sociétal par rapport à ça, parce que pendant ce temps-là, bah, la vie continue et moi, je crois à l'indépendance par l'indépendance financière et par le travail, du coup. Et il ne faut pas que les femmes perdent de vue en ce moment ce qui se joue pour elles à un niveau individuel et collectif sur leur propre liberté et sur leur indépendance personnelle. Donc, 40% des femmes ont été au chômage partiel quand même, aussi. Donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire moins de salaire, ça veut dire pas de promotion professionnelle, ça veut dire les postes donnés à d'autres pendant qu'on est en temps de pause, on va dire. Donc oui, il y a un enjeu à prendre sa place et à décider aussi, en effet, euh, de coopérer avec la famille, avec le conjoint, et puis coopérer parfois aussi avec l'extérieur, faire venir de l'aide. Alors quand c'était le confinement total, c'était pas possible, mais là, c'est possible maintenant. Et donc de se faire aider. Moi, je me suis fait aider très tôt. Je vivais encore en HLM quand j'ai pris ma première femme de ménage. Je vivais en HLM à Maison-Alfort dans un 2 pièces et on venait d'avoir notre premier enfant. Et à l'époque, je faisais ma thèse. Donc, mon objectif de vie, c'était mon mari, mon enfant et ma thèse. Et mon boulot à Air France, puisqu'à l'époque, je bossais à Air France. C'était pas de faire le ménage. Donc, voilà, j'ai pris quelqu'un qui venait 2 heures toutes les semaines et on vivait dans un petit appartement, dans un petit quartier. Et donc voilà, je trouve que c'est important de le dire parce que parfois j'entends des contre-argumentaires de ah oui, mais alors elles doivent avoir de l'argent, elles sont à une certaine position sociale qui fait qu'elles peuvent prendre quelqu'un pour les aider à la maison. Et c'est pas vrai ça. On peut faire ça très vite en fait dans sa vie. Et c'est parce qu'on libère ce temps aussi, et ben, qu'on peut être à un autre endroit aussi dans sa vie. Je crois beaucoup à ça. Oui, et en fait, il y a aussi, moi, euh, ce qu'on voyait, en fait, que nos parents faisaient. Que, en fait, moi, je me dis, ma mère, elle a toujours travaillé, elle avait 4 enfants. C'est vrai qu'elle travaille que jusqu'à 14 heures, mais c'est elle qui faisait tout Mm. à la maison, en fait. C'est elle qui nettoyait, c'est elle qui rangeait. C'est vrai qu'elle nous donnait plus de responsabilité de dire, bah, on est 2 filles, une, elle nettoie les chambres et une, la répartition des tâches. Mm. Euh, Bah, j'ai essayé de faire ça avec les filles, mais bon, ça prenait un peu et ça prenait pas tout le temps. Et je me dis, je peux pas en rester en fait bloquée avec ça. Mais ça m'a mis du temps en fait de dire, bah, je peux faire autrement. Je, Je peux me libérer de ce modèle-là. Ma mère a oui, tout endossé, peut-être avec un prix pour elle qu'elle n'a pas avoué ou dont elle n'a pas parlé parce que c'est comme ça. Hein. mm, Et prendre conscience qu'on peut, oui, se libérer de ce modèle-là, qu'autre chose est possible, que l'éducation qu'on donne aussi à nos enfants bah, a une influence sur la société parce que j'entends donc que vous étiez quatre, 2 filles et 2 garçons. oui, c'est ça. Et j'entends que c'est les filles qui étaient invitées à nettoyer et Oui. pas les garçons. Donc voilà, qu'est-ce qu'on demande aussi à nos enfants en fonction de leur sexe, de leur âge. Et, euh, et, et ça nous invite, je crois, chacun aussi à aller voir du coup quels sont nos héritages, de les re-questionner en choisissant ce qu'on a envie d'en garder, parce il y a plein de choses chouettes qu'on peut garder, mais peut-être aussi qu'est-ce qu'on peut transformer en fonction de ce qu'on veut pour soi et pour s'aligner aussi. Parce que c'est encore une fois, il ne s'agit pas que de nous, en fait. Il s'agit de nous et de ceux qui viennent après nous et de ceux et celles qui sont autour de nous. Je pense que la conversation qu'on est en train d'avoir, elle va être écoutée, elle va influencer d'une manière ou d'une autre. Peut-être une femme qui va, en nous écoutant, dire ah ouais, à partir de maintenant, je prends quelqu'un pour m'aider à la maison. À partir de maintenant, je demande à mon fils de mettre la table. Je ne sais pas. À partir de maintenant, je prends cette décision-là, peut-être de quitter ma ville, peut-être de quitter un emploi, peut-être de décider de faire une formation. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qu'on a dites là qui peuvent être impactantes pour quelqu'un. C'est tout ce que je souhaite. Hmm, ouais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose qui te paraît important à l'issue de cette conversation ou même une idée peut-être qui t'est venue en discutant?
ensemble et que tu as envie de vraiment transmettre à celles qui nous écoutent? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a toujours une solution à un problème. Il faut juste le chercher. Des fois, on dit oui, il faut, c'est pas il faut, c'est que quand on sent que c'est le bon moment, et bah, allez-y, en fait. Allez-y, avancez. Et que il y a une chose que je trouvais importante à exprimer, c'est que le déclic, à un moment donné, c'était mon corps qui me parlait parce que j'avais mal, très, très mal au dos. J'ai fait une hernie discale. C'était, en fait, mon corps, il me parlait. Et j'ai essayé de faire plein de choses pour comprendre et pour dire, en fait, après, à un moment donné, j'ai identifié d'où venait ce mal. Et je me dis, mais comment je veux faire pour me libérer de ça? Euh, et j'ai commencé à chercher. En fait, des fois, en fait, juste en posant la question, l'univers, il va t'amener quelqu'un que tu vas croiser ou tu vas parler avec quelqu'un d'une conversation et tu dis, bah, en tout cas, moi, c'est comme ça que c'est passé pour moi. J'étais consciente que quand j'ai parlé avec une collègue, or que je venais de lui dire, d'évoquer que j'avais mal, elle m'a parlé et j'avais plus mal. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'était un fil qui m'a dit, elle m'a dit, oui, j'ai fait du Reiki, donc c'est de l'énergie, énergétique. Ouais, donc, je suis allée vers là-bas. Et je pense que c'est au fil des choses que j'ai travaillé sur moi pour m'ouvrir petit à petit. En fait, c'est pour ça que je te dis, mon objectif ultime, c'est d'être bien. Mais c'est mon fonctionnement à moi, en fait. C'est que je sais le fil, il est invisible, mais je le connais et ça peut prendre de temps. Parce que là, mon moto, ça a commencé en 2012. Ouais. Et bon, ça m'a pris du temps, mais au moins, j'ai compris plein de choses. Et à chaque fois qu'aujourd'hui, je fais quelque chose, je me dis, ah oui, là, j'ai la réponse de la question que j'ai posée. Parce que c'était profond et vraiment, on peut être perdu dans la route à un endroit, mais si on connaît et on sait où on va, c'est quoi notre but ultime, et ben, on va trouver le chemin, en fait. Ouais, j'aurais envie de résumer en 3 points ce que tu viens de dire. C'est un, face à une difficulté que je rencontre, tu l'as dit plutôt au début, mais il y a cette confiance qu'il existe une solution. Le fait d'être à l'écoute de ce qui va pouvoir émerger, à l'écoute de soi et à l'écoute de l'extérieur. Et le 3e point que tu viens de dire, c'est d'accepter de faire le chemin, d'être sur la route avec ce qui se passe. Donc, d'accepter de faire le voyage. Je te propose qu'on clôture là-dessus pour laisser celles qui nous écoutent penser à tout ça, réfléchir à tout ça et voir comment ça peut s'appliquer à leur propre situation, à leur propre expérience. Je te remercie infiniment, Antoinette, d'avoir accepté cette invitation. Je me suis régalée à t'entendre et à réentendre ton histoire et à en avoir même quelques nouveaux points. Et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir été là avec nous. Merci à toi, Ida, avec grand plaisir. Et merci aussi de faire partie de ce chemin-là qui a fait éliminer encore plus mon chemin. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Les femmes inspirantes du quotidien. Prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. À très bientôt.